Bonjour à toutes et à tous. Nous consacrons ce nouvel entretien de l'Observatoire des conflits gelés au Sahara occidental, exemple typique de conflits non résolus au Maghreb. Alors pour en parler, nous avons la chance d'être reçus par Akram Belkaïd, donc cette fois c'est bien l'invité qui nous invite dans les locaux du Monde diplomatique. Alors, Akram Belkaïd est journaliste au Monde diplomatique et l'auteur de plusieurs ouvrages sur le monde arabe, sur le Maghreb et sur l'Algérie en particulier. Pour n'en citer qu'un seul, l'Algérie en 100 questions, un pays empêché, paru chez Talandier en 2019. Alors, du gel d'un conflit au gel de toute intégration régionale, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui autour du Sahara occidental. Et je vais commencer donc par cette première question. Alors, les conflits gelés en général sont intimement liés à des empires qui les contiennent, qui les enfouissent. En l'occurrence, on a affaire à un conflit enclenché, réveillé par la fin d'un empire colonial. Alors, peux-tu commencer par nous rappeler cette histoire? Bon, l'histoire de ce qu'on appelait le Sahara espagnol est une histoire à inscrire dans la longue histoire des décolonisations et des présences coloniales européennes sur le continent africain. Et pendant très longtemps, l'Espagne s'est engagée à assurer une décolonisation comparable à ce qui avait été fait dans d'autres régions du continent. Je pense notamment à cet ensemble de pays subsahariens qui a accédé à l'indépendance en 1960. Sauf que ça a pris un peu plus de temps, sachant que ce mouvement, que ce territoire contrôlé, dominé, administré par l'Espagne, a vu les choses s'accélérer au milieu des années 70, lorsque l'Espagne a décidé d'en finir rapidement, plutôt que de s'inscrire dans une logique, je dirais, de décolonisation et de consultation des populations qui vivaient sur ce territoire en termes d'autodétermination. Il faut savoir que ce territoire a toujours été revendiqué par le Maroc, par l'ensemble du mouvement nationaliste marocain. Donc ce n'est pas simplement une affaire de royauté, ce n'est pas simplement la monarchie. Et que l'idée qui a toujours prévalu au sein des mouvements marocains, c'est que, des mouvements nationalistes marocains, c'est que une fois le retrait espagnol accompli, ce territoire devait revenir automatiquement au royaume marocain. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui a été le cas de manière précipitée, puisque l'Espagne, plutôt que d'attendre la décision de l'ONU, s'est retirée de manière, je dirais, unilatérale, à un moment où on pensait que justement il y avait des négociations pour justement enclencher un processus de décolonisation sous l'égide de l'ONU. Et c'est ce qui a précipité la crise régionale impliquant l'Algérie, le Maroc, l'Espagne d'une certaine manière et de manière plus indirecte la France. Alors justement, puisqu'il a été question d'empire, hein, en l'occurrence de l'empire colonial espagnol, est-ce que finalement le Sahara occidental n'est pas devenu ensuite l'illustration d'une ambition impériale marocaine, toute proportion gardée? Alors c'est difficile à trancher parce que la revendication existe. C'est-à-dire que avant l'installation, avant l'arrivée des colons espagnols, avant l'arrivée des Européens, somme toute de manière assez tardive en comparaison d'autres parties du Maghreb. Je rappelle que le Maroc, le protectorat qui lui est imposé, c'est 1912, contrairement à l'Algérie qui est conquise en 1830, ou même la Tunisie qui est sous protectorat à partir de 1880. Donc, la vision marocaine, la vision de la monarchie, c'est une vision de vassalité pour ce qui est de ces territoires. Et c'est pour cela que la revendication d'un Sahara marocain, on la retrouve dans la monarchie,
Mais on la retrouve aussi au sein des forces nationalistes marocaines, y compris ce qu'on appelait à l'époque les forces progressistes, qui considéraient que c'était une part du territoire marocain qui avait été amputée par le colonialisme. Donc c'est très difficile d'y voir de manière stricto sensu une vision impérialiste. Néanmoins, l'idée du Grand Maroc, elle, est porteuse, par certains aspects, d'un rêve, en tout cas d'une vision d'un Maroc plus grand en superficie que ce qu'il est aujourd'hui. Je rappelle que, par exemple, le Maroc s'est opposé à l'indépendance de la Mauritanie dans les années 60. C'est-à-dire que le Maroc a mis du temps à reconnaître l'indépendance de la Mauritanie parce qu'il considérait que la Mauritanie faisait partie du Maroc. Et on a toujours ces grandes cartes du Grand Maroc qui puisent à la fois dans l'histoire du XVIIIe, XIXe siècle, de toutes les dynasties qui se sont succédées dans la partie ouest du Maghreb, et qui fondent d'une certaine manière l'idée d'un Maroc, d'une monarchie qui régnait des rives de la Méditerranée jusqu'au bord, jusqu'à la partie inférieure du Sahel. Ça, oui, effectivement, c'est une vision du passé glorifié, d'un empire qui a plus ou moins existé, mais on ne peut pas se résumer à dire que ça. C'est aussi une vision, je dirais, très nationaliste, très, très 20e siècle du territoire. Alors, justement, cette ambition marocaine s'est heurtée à des résistances locales avec la naissance du Front Polisario en 1973. Et cela a conduit à un conflit armé, finalement. Que peut-on dire, finalement, de ce conflit armé qui va opposer le Maroc au Front Polisario jusqu'en 1991? C'est le résultat de deux logiques totalement contradictoires et opposées. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des populations locales qui se sont organisées, des courants politiques qui se sont organisés d'abord contre l'occupant espagnol, il faut le rappeler. Ce n'est pas la première chose, avec parfois plus ou moins de sympathie et plus ou moins je dirais, d'appui de la part même des Marocains. Le mouvement sahraoui est né d'abord contre les Espagnols. Dans la perspective, ce qui n'a jamais été mis clairement sur la table entre ces mouvements et la monarchie marocaine, dans la perspective d'une émancipation, parfois certains parlaient d'indépendance, d'autres déjà au début des années 70, concédaient du bout des lèvres qu'on pouvait aussi aborder une question, accepter l'idée d'une autonomie poussée, etc. Autant de thèmes qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Mais dès lors que le Maroc a considéré que c'était son territoire, que c'était un territoire marocain, qu'il n'était pas question d'admettre le moindre référendum d'autodétermination, vous aviez deux logiques qui ne pouvaient mener qu'à l'usage des armes. Parce que le Polisario, lui, revendique l'indépendance, en tout cas l'autodétermination et l'indépendance du Sahara. Et les Nations Unies vont finalement lui donner raison à l'issue de ce cessez-le-feu de 1991, puisque l'ONU va aller dans le sens de cette autodétermination. À ce jour, la position des Nations Unies, donc la légalité internationale, est qu'il faut qu'il y ait un référendum d'autodétermination des populations sahraouies qui vivent sur le sol sahraoui. Ça a son importance. On va peut-être en reparler sur les questions économiques, notamment. Le problème dans cette affaire, c'est que il y a eu une tentative d'organiser ce référendum. Il y a une mission de l'ONU sur place. Pour qu'il y ait un référendum, il faut qu'il y ait des listes d'électeurs.
Et les concernés n'ont jamais pu arriver au terme de ce processus. C'est-à-dire que les listes sont contestées de part et d'autre. La situation est d'autant plus compliquée que vous avez des populations sahraouies réfugiées en Algérie, du côté de Tindouf, donc dans des camps de réfugiés, ce qui ouvre la voie à de multiples contestations. Qui a le droit de voter? Est-ce que ce sont les premières générations? Quid des Sahraouis nés en Algérie, etc. Quid aussi des Sahraouis qui, je dirais, loyaux à la monarchie, qui vivaient dans le nord et qui sont allés s'installer au Sahara? Tout ça a été un véritable casse-tête pour les Nations Unies. Le processus s'est enlisé, il n'a pas débouché. Et on est aujourd'hui dans une situation qui n'est pas celle des milieux des années 70, mais en tous les cas, on a le sentiment d'un retour en arrière, en tout cas ne serait-ce que par rapport à la question légale et de l'ONU, au sens des Nations Unies. Les Nations Unies ne savent pas comment résoudre cette question aujourd'hui. Alors, tu l'as déjà un peu évoqué, hein, le grand voisin algérien soutient le Front Polisario et cette autodétermination. Alors, est-ce purement une question de principe, hein, puisque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été précisément conquis par l'Algérie face à la puissance coloniale française, ou est-ce une question parmi d'autres dans le cadre d'un bras de fer avec le Maroc, voire une question de politique intérieure algérienne euh, qui serait finalement pour le pouvoir algérien une source de légitimité? Alors, à mon sens, c'est tout sauf une question de politique intérieure. La question sahraoui, aussi loin que remontent les événements, bon, il y a une certaine sympathie populaire, mais le gouvernement, l'État algérien, le régime algérien n'engrange aucun gain dans son soutien au Polisario. Ça peut même être l'inverse. Quand par exemple on est en période de crise économique, de pénurie alimentaire, etc. et tout, il y a eu certaines époques où les gens regrettaient ce soutien-là. Mais donc il n'y a pas de, c'est pas destiné à une consommation intérieure. C'est pas la cause palestinienne, par exemple, ou si demain, où le régime sait que si demain, quoi qu'il fasse en faveur des Palestiniens, ça lui sera toujours positif en termes de retombées. Alors donc c'est pas une question de politique intérieure. Est-ce que c'est une question je dirais, de principe? Oui, certainement. C'est une question de principe, mais pas que. C'est une question de principe parce que il y a des droits. L'Algérie a eu, de par son passé anticolonial, de par sa lutte d'indépendance, de par l'orientation idéologique qu'elle a prise après l'indépendance, en tout cas au moins jusqu'à la fin des années 70, tiers-mondiste, non aligné, œuvrant à ce que les peuples se déterminent par eux-mêmes. Donc oui, c'est une question de principe, telle qu'elle a pu pousser l'Algérie à soutenir d'autres mouvements de décolonisation, notamment en Afrique australe, en Afrique subsaharienne, voire en Amérique latine. Mais ce n'est pas que ça, bien entendu. Il faudrait être naïf pour croire que c'est juste au nom d'un principe, je dirais, révolutionnaire, tiers-mondiste et non aligné, que les Algériens ont soutenu le Front Polisario. L'Algérie l'a fait aussi parce qu'il y a, dans son rapport avec le Maroc, une lutte de leadership régional. En tout cas, c'est comme ça que les choses se sont orientées très rapidement après l'indépendance. Et donc, c'est un levier, la question sahraoui, qui permet à l'Algérie, que l'Algérie peut actionner dans ce que je qualifierais de sa recherche d'équilibre géopolitique entre elle et le Maroc. Vous avez deux pays qui ont des populations sensiblement égales en nombre, qui ont chacun des ambitions économiques, de rayonnement, d'influence. Eh bien, la crise du Sahara est un terrain sur lequel l'acteur algérien peut, d'une certaine manière, influer sur la question, sur ses relations avec le Maroc. J'en veux aussi pour preuve la difficulté que
les Sahraouis ont, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est quand même important, c'est tout de même une population dont une partie vit dans des conditions très difficiles, parce que les camps, l'exil c'est très dur, et une partie, c'est très intéressant parce que ça concerne les Sahraouis, mais on entend rarement les Sahraouis s'exprimer. Comme si, qu'il s'agisse, qu'ils soient pour un camp ou pour l'autre, c'est-à-dire qu'ils soient aidés par l'Algérie ou qu'ils soient loyaux au Maroc. On sent bien que la question du Sahara est tout de même préemptée d'une certaine manière entre l'Algérie et le Maroc de manière récurrente depuis plusieurs décennies. Alors, comment tu résumerais les positions des principales puissances extérieures à la région aujourd'hui? Je pense que pendant très longtemps, certaines puissances se sont totalement désintéressées de cette question. Je pense qu'aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas du tout un conflit prioritaire. Bon, il y a les deux acteurs principaux, encore une fois, l'Algérie et le Maroc, disposent chacun de leur relais à Washington, qui ont pu, à un moment donné ou à un autre, influer sur la politique américaine extérieure, en tout cas la diplomatie américaine, pour qu'il y ait telle ou telle prise de position. Mais les États-Unis n'ont jamais fait de cette question-là une priorité. Ils se sont, même si à un moment donné, James Baker, qui était passé par le département d'État, a essayé de s'impliquer dans cette problématique. Je dirais qu'il y a deux positions. Il y a une position espagnole qui relève, à mon sens, de l'irresponsabilité, c'est-à-dire que c'est quand même le pays qui est responsable à l'origine de cette question-là et qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, se comporte de telle manière à ce qu'il s'en lave les mains. L'Espagne se lave les mains, ne se sent pas concernée, en tout cas au-delà de certaines déclarations, mais l'Espagne ne veut surtout pas irriter son voisin marocain et veut œuvrer d'une certaine manière à ne pas irriter le voisin algérien. Et donc on a une espèce de déni espagnol quant à cette question-là. L'Espagne ne cherche absolument pas à s'impliquer dans les négociations, dans les dialogues, dans les initiatives de bons offices qui pourraient exister entre l'Algérie et le Maroc. Et puis il y a la France qui, elle, a choisi son camp dans cette affaire. La France soutient clairement le Maroc dans sa revendication territoriale. La France a toujours œuvré au sein des Nations Unies pour que le Maroc ait gain de cause. Et c'est d'ailleurs un des principaux dossiers de grief qui peuvent exister entre l'Algérie et la France. C'est-à-dire on parle souvent des brouilles, et on a l'impression que la principale brouille entre l'Algérie et la France, c'est la question mémorielle. Bon, alors c'est une question qui a son importance, mais en réalité, ce que les Algériens reprochent aux Français, c'est leur alignement systématique sur la position marocaine quand on parle du Sahara. Alors il y a d'autres acteurs qui ont pu intervenir par le passé. Je pense notamment aux monarchies du Golfe, qui à un moment donné ont joué, je dirais, les go-between, les intermédiaires, et qui ont réussi, je pense à l'Arabie Saoudite, qui d'une certaine manière ont réussi à convaincre les Algériens et les Marocains à faire fi, en tout cas à mettre de côté cette question pour essayer de trouver au moins un équilibre régional ouvert et sortir de la paix froide qui existe depuis 1976. Et c'est ce qui a donné notamment la tentative de création de l'Union du Maghreb arabe en 1989. Je rappelle que ce regroupement régional entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, qui a constitué une vraie détente régionale, un vrai moment, je dirais, émancipateur, d'ouverture et de possibilités. Tout cela a pu se faire, entre autres, grâce à la médiation saoudienne. À l'époque, a mis en place une diplomatie active pour convaincre les uns et les autres de se mettre autour d'une table et de les inciter à le faire. Aujourd'hui, malheureusement, personne, je dis bien personne, en tout cas, n'incite les Algériens et les Marocains à reprendre le fil de la conversation et à essayer de sortir par le haut de cette crise. Dans les deux pays, les partis sont
sont sous, je dirais, sont corsetées. Les vies politiques sont réduites à leur plus simple expression, donc on n'a pas de phénomène de position qui pourrait revendiquer que ne soit réhabilité le rêve d'un grand Maghreb ou d'une union. Et les puissances extérieures ont plutôt tendance à soit ne rien faire, soit encourager la montée en tension. Je rappelle, pour une simple raison, je rappelle que l'Algérie et le Maroc sont aujourd'hui, en tout cas dans les 2 dernières décennies, ont acquis beaucoup de matériel de défense. Ce sont des clients des industries d'armement, les uns côté plutôt russe, les autres plutôt côté occidental. Et donc ce sont des marchés, et donc on sent bien qu'il y a une volonté de faire en sorte que ça continue à l'être, et qu'on incite ces deux voisins à plutôt se regarder en chien de faïence plutôt qu'à essayer de se parler. Alors, tu as évoqué tout à l'heure les questions économiques ou l'importance économique de la région. Qu'est-ce que tu voulais dire en particulier? Le Sahara occidental c'est pas juste un désert, c'est une terre riche en phosphate, c'est aussi des côtes avec des ressources halieutiques importantes, donc il y a des potentiels de développement importants. Bon, toute cette côte-là, pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait rien à trouver en termes d'hydrocarbures. On se rend compte que non aujourd'hui, donc parce que il y avait eu des forages dans les années 60, mais à l'époque où le pétrole était plus facilement extrait ailleurs, les grandes compagnies s'en étaient désintéressées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour de prospection, ne serait-ce qu'en offshore, notamment pour ce qui est du gaz et du pétrole. Et aujourd'hui, il y a une exploitation économique du Sahara, c'est-à-dire que ce n'est pas juste quand on dit un conflit gelé, il y a une mutation réelle, et c'est ce qui complique encore plus la problématique. Les intérêts marocains économiques sont présents sur place, il y a des sociétés étrangères qui travaillent sur place, il y a des bateaux, usines qui viennent au large des côtes pêcher, etc. Et tout. Et ça veut dire que, alors même que on pense que rien ne se passe parce que justement la question politique est figée, en réalité, il y a une transformation graduelle, importante, depuis plusieurs années, de ce territoire, ne serait-ce que du fait de l'injection de capital, de la présence d'acteurs économiques. Tout cela, sachant que si on regarde en théorie, enfin en tout cas si on se réfère au texte de l'ONU, normalement, ça ne devrait pas être possible. C'est-à-dire que les entreprises étrangères qui interviennent sur le sol sahraoui, ou dans le sous-sol, ou dans le littoral, ou au large du littoral de ce territoire, sont en infraction par rapport au droit international. Or, pendant très longtemps, ça a joué, et on se rend compte aujourd'hui que c'est de moins en moins le cas, puisqu'on a des multinationales qui s'installent sur place, on a des partenariats, et donc ça veut dire qu'il y a une espèce les uns diront d'annexion, les autres diront d'intégration, de fait, d'une bonne partie du territoire sahraoui, c'est-à-dire des 85% de ce territoire que le Maroc contrôle à ce jour. Alors, avec la normalisation israélo-marocaine, dont le cœur est finalement le dossier sahraoui, puisque l'administration Trump avait promis en échange de cette normalisation une reconnaissance de la souveraineté marocaine sur cette région, et la dégradation des relations algéro-marocaines, on a l'impression qu'on s'éloigne véritablement d'une résolution du conflit, et que ce gel, entre guillemets, devient un fait accompli pour les Marocains. Oui, cette normalisation est une double mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, premièrement, pour les Palestiniens, parce que c'est une normalisation qui se fait en l'échange de rien du tout. La situation des Palestiniens n'a jamais été aussi dure. Il y a une annexion de fait de la Cisjordanie. La question de Jérusalem n'est pas réglée. On a une intensification de la colonisation
dans les territoires. Gaza demeure une espèce de camp fermé. Et on a l'arrivée au pouvoir en Israël d'un pouvoir d'extrême droite, pour dire les choses gentiment. Donc voilà, on ne comprend pas pourquoi il y a une normalisation. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que ça complique l'équation, parce que si le dialogue algéro-marocain était difficile jusque-là, il devient encore plus compliqué, puisque l'Algérie considère, et à juste titre, Israël comme étant une puissance hostile. Donc pour les Algériens, il y a un palier qui a été franchi et qui va rendre les discussions entre l'Algérie et le Maroc très aléatoires, très incertaines. Et effectivement, il y a plusieurs lectures qui sont faites côté marocain, mais pour une partie du pouvoir marocain, en tout cas des acteurs qui pèsent et qui ont une vision sur ce que doit faire leur pays, on a l'impression que cette normalisation est une sorte de blanc-seing alimentant une position, je dirais, jusqu'au boutiste, qui considère que finalement maintenant il n'y a plus rien à négocier avec les Algériens et que justement il y a à opposer la présence de cet allié israélien dont on considère qu'il peut permettre beaucoup de choses. Et cela se voit, cela se lit, cela s'entend. C'est comme si l'accord entre Israël, la normalisation entre Israël et le Maroc ouvrait au Maroc des possibilités jusque-là inexistantes. Les possibilités étant de continuer dans la politique, je dirais, du fait accompli au Sahara, et qui, avec la garantie que l'alliance avec Israël serait une espèce de parapluie contre d'éventuelles remontrances internationales ou de remontrances de la part des grands acteurs, notamment l'Europe et surtout les États-Unis. Peut-on imaginer, au mieux, une solution maghrébine à ce dossier du Sahara occidental, en dépit de ce que tu viens de rappeler sur la normalisation israélo-marocaine, ou au pire, un sacrifice de ce dossier au profit d'un rapprochement un jour entre l'Algérie et le Maroc, bon, le pire du pire étant bien sûr l'absence de solution et en même temps l'absence de Maghreb uni. Parce que comme tu l'as déjà écrit, on sait que cette querelle a un coût bien réel pour les deux pays concernés. Oui, d'abord, moi je pense que le pire du pire serait surtout un conflit ouvert entre l'Algérie et le Maroc. C'est une hypothèse qui n'est pas à exclure. Bon, jusqu'à présent, les deux pays, les deux régimes ont eu l'intelligence de raison garder, de faire très attention, même si les relations diplomatiques n'existent plus, enfin ont été rompues en 2021, même si on assiste de part et d'autre à des campagnes de haine qui sont indignes du passé des deux pays, en tout cas de ce que les uns et les autres ont consenti comme sacrifice pour notamment la guerre d'indépendance. Donc c'est jusque-là, bon, le bon sens prévaut. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'arrivée de l'équation, en tout cas de l'élément du facteur israélien, complique énormément la chose, d'autant qu'il y a visiblement une coopération militaire entre le Royaume et Tel Aviv. Donc là, ça ouvre la voie, en tout cas la possibilité à des scénarios noirs qui seraient une catastrophe pour la région. Ça, c'est vraiment pour moi le pire du pire. Et je crois que c'est un risque qui n'est pas suffisamment appréhendé, notamment en Europe, où on ne se rend pas compte, notamment en France, mais aussi en Belgique et aux Pays-Bas, de ce que voudrait dire un conflit, ou en tout cas une crise plus grave entre l'Algérie et le Maroc. Je rappelle que des diasporas importantes, marocaines et algériennes, vivent sur le sol européen, y compris en Espagne, et que ça n'aura pas... on ne peut absolument pas penser que ça n'aura pas de conséquences sur ce qu'on appelle le vivre ensemble, en tout cas en Europe. Et ça, c'est assez important. Maintenant, effectivement, pendant très longtemps, on a pensé
que d'une manière ou d'une autre, on arriverait à sortir de cette équation-là par le biais du travail je dirais, de la constitution d'un ensemble régional, supranational, avec, il s'agissait de faire preuve d'imagination, d'essayer de trouver, de créer l'équivalent non pas d'une fédération, mais en tous les cas d'une union avec beaucoup de progrès sur la libre circulation, sur les choses qui pourraient être mises en commun, notamment les infrastructures économiques, énergétiques, et que donc dans cet ensemble-là, maghrébin, peut-être même un ensemble maghrébin resserré au Maghreb central, peut-être que, ma foi, les Sahraouis accepteraient, c'est un compte tout de même, on n'en est pas sûr, accepteraient ce qui leur est proposé par le Maroc, à savoir une autonomie poussée, une identité propre, enfin, il y a beaucoup de choses un territoire indépendant mais reposant sur le Maroc pour la question de la défense et de la diplomatie. Il y a des territoires comme ça dans le monde qui existent, qui sont dans cette situation-là. Et donc, on aurait pu, il y a eu énormément d'hypothèses proposées, avancées sur ces questions-là, et ça a toujours été sur la table. Ça a toujours été sur la table. Maintenant, comme ces solutions-là ont échoué, comme le Maghreb aujourd'hui est une coquille vide, et comme surtout, dans les deux cas, que ce soit en Algérie ou que ce soit au Maroc, le projet unitaire, le projet régional, le projet d'union régionale ne convainc plus, n'est plus dans les discours. On a affaire à des générations qui n'ont pas été élevées dans ça, qui ont une vision stricto nationaliste et qui, que ce soit du côté marocain ou du côté algérien, considèrent que leur pays peut s'en sortir seul. C'est-à-dire que, contrairement aux théories qui poussent à la régionalisation, surtout en cette période où on assiste à une espèce de détricotage de la mondialisation, mais un détricotage qui préserve les ensembles régionaux, ou bien au contraire, parce que par exemple en Europe on parle de protectionnisme européen, les États-Unis sont en train d'organiser un protectionnisme à l'aune de leur région et de leur zone d'influence. Eh bien, au Maghreb, paradoxalement, personne n'a ce genre d'idée. Personne n'avance la moindre idée sur l'urgence d'une union, ou en tout cas d'un rassemblement, qui pourrait, ne serait-ce que, on parle beaucoup des questions économiques, on parle beaucoup des questions, mais sur la question notamment des sociétés, des populations, de la libre circulation, puisqu'aujourd'hui l'Europe est en train de se transformer en frontière, puisque nos jeunesses algériennes, marocaines, tunisiennes sont bloquées, ou alors n'ont de possibilité que la migration clandestine, interdite, dangereuse, parfois mortelle, souvent mortelle. Eh bien, pourquoi ne pas faire en sorte que justement cet espace maghrébin soit un espace je dirais, naturel de substitution au grand rêve européen. C'est-à-dire qu'on aurait nos jeunesses qui pourraient se rencontrer, se mêler, faire des études ensemble, circuler. Ce serait un beau pari à tenter. Mais ce genre d'idées, c'est absolument impossible aujourd'hui de les entendre dans la bouche d'un responsable, qu'il soit marocain, qu'il soit algérien. Et c'est ça qui est regrettable. Merci beaucoup, Akram, pour cet échange très instructif, hein, malgré cette conclusion qui peut paraître pessimiste, mais qui est en même temps réaliste. Et merci au monde diplomatique pour cet accueil. À bientôt pour un nouvel entretien.